Ok. Donc, on va commencer, on va l'ouvrir, dans le tête, puis on va Ok. commencer. Bonjour à tout le monde. Nous nous excusons ce matin pour le retard. C'est encore un plaisir pour participer à cette série de présentations hebdomadaires. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet euh, qui est assez important parce que depuis avec les avec le COVID-19 et avec les cas d'isolement. Et j'ai pu rencontrer dans ma pratique beaucoup de patients qui se présentent avec une hépatite alcoolique par le fait qu'ils restent à la maison. Les gens consomment davantage d'alcool. Je voulais faire un rappel sur le sujet et c'est une présentation qui sera très brève. C'est juste à titre de rappel pendant les prochaines 20 minutes et on prendra des questions après. Mon nom c'est Kwafona, je suis médecin interniste, je travaille comme praticien hospitalier aux États-Unis, principalement à l'État de Kentucky. Je suis à présent le président de HME qui depuis tantôt 10 ans réalise des séries de présentations hebdomadaires et des formations à distance et pratiques sur la réanimation. Je suis très content d'être avec vous pour réaliser cette présentation. Next slide, OK. L'hépatite alcoolique, comme le nom l'indique, c'est une pathologie inflammatoire au niveau du foie et qui va se rencontrer chez les gens qui consomment beaucoup d'alcool, que ce soit de façon continue entre 2 ou 3 boissons alcoolisées par jour. Quand je parle de boissons alcoolisées, il faut dès le départ faire la différence entre une consommation sociale, si vous allez dans une fête, dans une réunion, et faire la distinction avec les gens qui consomment plus de 3 ou à 5 boissons alcoolisées par jour, que ce soit de la bière, des liqueurs ou encore du rhum. Et il y a des gens par la suite qui ne consomment pas de façon régulière tous les jours, mais qui va consommer de façon exagérée dans des moments particuliers pendant où ils vont consommer plus de 10 à 15 boissons alcoolisées à un instant. Donc, ces 100 personnes sont à risque pour avoir une inflammation aiguë du foie qui va aboutir à une hépatite alcoolique. Et la forme, ici aux États-Unis, la forme la plus floride, la plus sévère, affecte environ 5 millions d'Américains par an. Je n'ai pas de statistiques qui va me donner beaucoup d'informations sur la prévalence de la maladie en Haïti, mais c'est une pathologie qui est tout à fait globale. Il y a environ plus de 2,5 millions de cas de décès qui sont liés à la consommation d'alcool par an. L'alcool, le fait que l'alcool est légalisé, les gens consomment beaucoup d'alcool de façon très jeune et dans toutes les fêtes, les étudiants de l'université, et l'alcool par même va contribuer à plus de 2,5 millions de décès par an. L'alcool cause beaucoup plus de dégâts en termes financiers, en termes sanitaires, en termes de menaces publiques, comparativement à toutes les autres substances consommées et par année. Et en général, c'est un patient qui va se présenter avec un syndrome qui va se faire présenter avec des ictères, des fois avec des douleurs au niveau de l'estomac et une forme de coagulopathie active chez un patient qui consomme beaucoup d'alcool et même chez un patient qui vient d'être abstiné jusqu'à 60 jours. La pathogénèse de l'hépatite alcoolique va se faire de deux façons. Par une façon directe où l'alcool
de par lui-même, est directement toxique pour les cellules hépatocytaires. Donc, l'alcool va se transformer en acétaldéhyde qui va aboutir à une apoptose des cellules hépatocytaires. L'alcool également peut affecter la région intestinale et va aboutir à ce qu'on appelle à une augmentation de l'hypopolysaccaride qui, de façon indirecte, va attaquer les cellules hépatocytaires et aboutir à une cascade inflammatoire avec de la libération des interleukines, de la tumeur necrosis factor, le TNF, et ceci va activer les cellules de Kupffer au niveau des hépatocytes et pour aboutir à une perméabilité de ces cellules. Et de façon microscopique, on va voir ceci va aboutir à ce qu'on appelle à la banalisation des cellules hépatocytaires. Donc, c'est une action qui est tout à fait directe. L'alcool peut être toxique pour le foie et une action indirecte via les intestins avec toute une série de cascades inflammatoires qui va aboutir à une inflammation aiguë. Comme vous le voyez sur le schéma, le premier circuit, c'est l'action directe de l'alcool qui va se transformer en acétaldéhyde et aboutir à l'apoptose des cellules hépatocytaires. Et le circuit indirect, c'est par une activation par voie intestinale où va y avoir une augmentation de taux de liposaccharide qui va aboutir à l'activation des cellules de Kupffer et la libération des marqueurs de l'inflammatoire, comme les interleukines B et la TNF alpha. Quels sont les facteurs de risque ou encore quelles sont les populations qui sont à risque pour développer une alcoolique hépatite? Le plus souvent, on a vu que le sexe féminin est plus à risque, mais c'est presque retrouvé dans tous les deux sexes, à presque à une prévalence égale. Si un patient a déjà d'autres pathologies hépatiques chroniques, comme l'hépatite B et l'hépatite C, les patients qui sont obèses, c'est-à-dire les patients qui vont avoir un syndrome métabolique encore qui déjà présente une stéatose hépatocytaire, seront beaucoup plus à risque. Les patients qui sont dans la 5e décennie avec une consommation d'alcool en moyenne de 10 à 15 boissons alcoolisées par jour seront beaucoup plus à risque. Et on peut même voir que même lorsque le traitement est l'abstinence, c'est pour cela qu'il faut toujours avoir une suspicion, les patients peuvent toujours développer l'hépatite alcoolique jusqu'à 60 jours après la dernière consommation de boissons alcoolisées. Donc, toute personne qui se présente avec un tableau clinique similaire, même après avoir arrêté de consommer l'alcool pendant les 60 derniers jours, il faut toujours avoir une suspicion d'une hépatite alcoolique. Le tableau clinique se présentera principalement avec un équerre et le patient peut avoir des prurites exagérées, il peut avoir un changement de la couleur des urines ou encore des selles et dans les cas les plus avancés, certains de patients, le fait qu'ils consomment beaucoup plus d'alcool vont se présenter à une distension abdominale avec de l'accumulation de fluide au niveau de la région péritonéale, de l'acide. Ils peuvent avoir une coagulopathie qui va se présenter avec que ce soit des saignements ou encore un taux élevé de l'INR ou encore du tiotrombine. Des fois, ceci peut aboutir à une élévation de l'ammonia et aboutir à l'encéphalopathie hépatique. Des fois, les patients peuvent avoir des trémors, encore une foie qui est douloureuse, une hépatalgie. Et le fait que l'alcool peut être directement toxique pour l'intestin, on peut avoir une translocation de bactéries de la région intestinale à la région péritonéale qui pourrait aboutir à une infection bactérienne ou une infection fongique. Donc, plus de 40% des patients
qui vont se présenter avec une hépatite alcoolique. Du fait qu'il y a une cascade accrue de ces marqueurs de l'inflammation, ces gens de patients peuvent présenter avec des symptômes inflammatoires qui peuvent suggérer une infection sous-jacente. Il y a de la fièvre, de la douleur, une tachycardie, on peut avoir une neutrophilie. Même lorsque dernière fois, ces patients peuvent ne pas avoir une infection confirmée, mais ils vont se présenter avec un tableau septique des fois. Et c'est sûr que ces gens qui consomment beaucoup d'alcool vont avoir des troubles digestifs qui seraient liés à une anorexie et à un état nutritionnel qui n'est pas adéquat à une malnutrition aiguë. Donc, le tableau clinique principal, ce sera surtout l'ictère, parce qu'il va y avoir une inflammation au niveau du foie avec une augmentation du taux de bilirubine ou encore des enzymes hépatiques. Il faut surtout faire la différence dès la présentation avec d'autres pathologies qui peuvent se présenter de façon similaire comme l'alcoolique hépatite. On peut surtout penser à toute pathologie qui peut entraîner une obstruction des voies biliaires, que ce soit par un calcul, toute pathologie au niveau de la tête du pancréas. Il faut penser à la cirrhose hépatique qui est différente de l'hépatite alcoolique. Mais les patients qui sont cirrhotiques, qui continuent à consommer de l'alcool, peuvent aussi avoir une hépatite alcoolique aiguë sur fond de cirrhose hépatique. Le syndrome de Ziv, c'est une obstruction de la voie biliaire cystique qui, de par elle-même, va aboutir à une obstruction du canal biliaire commun. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Ziv. C'est une obstruction cystique, c'est une pathologie comme dans les cas de cholécystite avec calcul, qui va entraîner une obstruction des voies hépatiques communes. Il y a d'autres pathologies non alcooliques qui peuvent également, comme les hépatocellulaires, le cancer hépatocellulaire, des médicaments, des antibiotiques, le paracétamol, les hépatites virales, les cas de malaria avec syndrome de Blackwater, il va y avoir une destruction aiguë de l'hémoglobine, des globules rouges, la leptospirose, l'hémochromatose. Toutes les autres pathologies peuvent également aboutir à un tableau similaire ou encore qui ressemble à l'hépatite alcoolique. Donc, déjà, vous pouvez voir, avant même c'est l'histoire qui va vous donner l'indice. C'est un patient qui consomme beaucoup d'alcool. Et il faut surtout faire ou encore éliminer d'autres pathologies. Mais il faut surtout penser qu'il y a des patients qui peuvent avoir une hépatite alcoolique avec d'autres pathologies sous-jacentes qui peuvent également affecter le foie. Les marqueurs biologiques qu'on va utiliser pour faire le diagnostic en dehors du tableau clinique, c'est principalement, ces marqueurs vont vous aider à faire le diagnostic. L'histoire de la consommation d'alcool ou encore une abstinence récente est très importante, est l'élément primordial. Et tous ces patients vont avoir une augmentation du taux de bilirubine ou encore une augmentation des enzymes hépatiques. AST, ALT ou encore de l'alcaline phosphatase seront très élevés. Et on va définir le diagnostic comme un diagnostic qui est sûr, un diagnostic qui est probable et un diagnostic qui est possible. Le diagnostic confirmé se fait par la biopsie hépatique. Donc, même lorsque vous avez une suspicion d'hépatite alcoolique avec une élévation, une augmentation des enzymes hépatiques, le diagnostic sera déterminé, encore sera défini par une biopsie hépatique. Mais la biopsie hépatique, qui se fait en général par voie transjugulaire, n'est pas disponible dans tous les centres.
Et pourquoi on recommande la biopsie hépatique? C'est parce que même lorsque vous avez une patiente qui consomme beaucoup d'alcool et avec une élévation des enzymes hépatiques, on peut voir que la biopsie, qui est le test standard dans plus de 30% des cas, peut aboutir à un diagnostic différent. Donc, au départ, on pensait que c'était une alcoolique hépatique et la biopsie va vous montrer des trouvailles qui ne correspondent pas à ce qu'on voit au niveau de la pathologie quand on pense à une hépatite aiguë. Donc, le diagnostic définitif se fait par la biopsie en dehors des marqueurs chimiques. Et on va faire un diagnostic qui est probable si vous avez un patient qui consomme beaucoup d'alcool et les marqueurs hépatiques sont très élevés et vous n'avez pas d'autres éléments en termes de diagnostic différentiel qui peut évoquer une étiologie alternative. Et des fois, on peut aboutir à un diagnostic qui est possible. C'est un patient qui consomme une quantité d'alcool qui est tout à fait modérée, mais où les marqueurs hépatiques ne sont pas tout à fait altérés pour pouvoir faire le diagnostic. Donc, le diagnostic sera défini avec la biopsie hépatique en présence d'un patient qui consomme beaucoup d'alcool avec des marqueurs biochimiques, les enzymes hépatiques qui sont altérés. Donc, la majorité des cas, on va aboutir à un diagnostic d'hépatite aiguë alcoolique probable parce qu'on n'aura pas accès à la biopsie hépatique. Ce qu'on peut voir ici, c'est un diapo qui vous montre les trouvailles les trouvailles d'une biopsie hépatique chez un patient atteint de l'hépatite alcoolique. Ce que vous voyez en blanc et en rond, c'est principalement ce qu'on appelle la ballonisation des cellules hépatiques. Donc, ces cellules vont être gonflées avant de se rétrécir pour aboutir à ce qu'on appelle l'apoptose. Il y a également une neutrophilie exagérée au niveau périportal ou encore périhépatique. Des fois, on peut trouver ce qu'on appelle les corps de Mallory qu'on peut retrouver au niveau hépatique et avec un degré plus ou moins altéré ou encore avancé, une fibrose périhépatique. Donc, l'élément clé qu'on va retrouver, c'est la ballonisation de la cellule hépatique qui est liée à une atteinte directe ou indirecte au niveau des cellules hépatocytaires. Donc, c'est pour cela que la biopsie est importante parce qu'il y a des patients qui vont se présenter avec un tableau qui apparaît typique d'une hépatite alcoolique, mais si la biopsie ne montre pas de trouvailles qui correspond à cette atteinte, dans environ 30% des cas, on peut aboutir à un diagnostic différent de l'hépatite alcoolique. Il y a beaucoup de scores qu'on utilise en médecine, principalement dans le cas de l'hépatite alcoolique, qui va vous donner une idée de l'état de la sévérité ou encore du prognostic du patient. Et les deux, il y a le score de Lidl qu'on utilise principalement pour savoir, on va avoir avec le traitement qui sera principalement lié avec l'administration en dehors du traitement supportif des corticostéroïdes. Le score de Lidl va vous donner une idée de quel type de patient qui va répondre au traitement pour la corticostéroïde. Le traitement pour l'hépatite alcoolique en dehors de l'abstinence, en dehors du traitement supportif, c'est principalement la corticostéroïde, mais ce qui est important, ce ne sont pas tous les patients qui vont répondre à la corticostéroïde. En général, on utilise la prédnisone ou encore la méthylprédnisolone, et le score de l'idéal va vous dire à partir d'une semaine, si ce patient a une diminution de plus de 25% du taux de bilirubine, on pense que ce patient aura une amélioration à partir de 26 jours ou un mois. Il y a le score de Madre, le Madre Discriminant Factor. Également, on va essayer des marqueurs biologiques et on peut faire ce calcul. Il y a beaucoup de calculs que vous avez dans les applications. On va parler d'une atteinte alcoolique hépatite sévère si vous avez un score qui est supérieur à 32
Et ces rangs de score vont également vous donner une idée du risque de mortalité ou encore de suivi de ces patients. Et le Modified Instant Liver Disease Score, également, si ce score qui utilise l'INA ou encore le taux de bilirubine, va vous dire quelle est la sévérité de l'hépatite alcoolique si c'est un score qui est supérieur à 20. On utilise ce score également pour prédire quelle sera la mortalité estimée chez un patient qui a une hépatite aiguë. Et on utilise ce score également dans les patients qui ont une cirrhose décompensée pour savoir quel est le risque de mortalité si ce patient est en train d'attendre à une transplantation hépatique. Il y a un autre score qu'on appelle ABIC. C'est un score qui utilise la bilirubine, l'INA et d'autres éléments, l'âge, bilirubine, INA, et pour vous dire si ce patient a un risque de décès. Mais le score qui est plus utilisé pour le traitement de l'hépatite alcoolique, c'est d'abord le Madrid Discriminant Factor qui va vous donner une état de la sévérité et le score de Lidl qui va vous donner une idée de la réponse au traitement. Si c'est un patient, par exemple, qui n'a pas une réduction de son taux de bilirubine de plus de 25% à une semaine après avoir été institué un traitement à la prédnisone, on doit penser à arrêter ce traitement parce qu'on va voir que les stéroïdes de par elles-mêmes peuvent aboutir à des complications. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez trouver ces scores avec des applications, encore si vous avez accès à l'Internet ou UpToDate. Le modèle for end-stage liver disease utilise principalement le taux de bilirubine, la créatinine et l'INA. Malgré la fonction discriminante utilise le taux de prothrombine et la bilirubine. Et le score de Lidl utilise l'albumine, la créatinine, le temps de prothrombine au moment de l'admission. Et après avoir initié le traitement, on va voir quelle est la réponse à une semaine. Le traitement pour l'hépatite alcoolique, c'est un traitement d'abord qui est supportif parce que ces patients en général vont avoir d'autres comorbidités, ils vont avoir que ce soit le diabète, ils peuvent avoir un saignement, des fois ils ont des risques d'infection. Ce sont des patients en général qui sont mal nourris. Donc, un traitement supportif avec un traitement nutritionnel doit être institué. Mais le premier élément, c'est l'abstinence. Parce qu'il faut arrêter l'aspect ou encore la continuation de l'ingestion de l'alcool. Et ces rangs de patients, en général, vont mériter une approche multidisciplinaire avec un interniste, un hépatologue ou encore un nutritionniste si vous avez accès à des spécialistes en addiction. Parce que l'alcool, c'est une substance non seulement toxique, que beaucoup de gens peuvent développer une dépendance physique et qui mérite un traitement tout à fait particulier pour essayer d'éviter les cas de rechute avec l'addiction à l'alcool. Donc, l'approche doit être multidisciplinaire. Et pour le moment, il n'y a qu'un seul traitement en dehors des traitements sportifs qui démontre qu'il y a un bénéfice d'instituer, c'est les stéroïdes. Il y avait une étude randomisée qu'on appelle la STOPA, qui veut dire stéroïdes ou bien la pentoxaphéline pour le traitement de l'hépatite aiguë. C'est uniquement l'administration des stéroïdes qui montre qu'il y a eu une réduction de la mortalité à partir de 26 jours. Donc, les patients qui étaient placés sur stéroïdes à 26 jours, on peut voir que ces patients avaient une réduction de la mortalité. Mais après 28 jours, les stéroïdes n'ont pas vraiment de bénéfice pour le traitement de l'hépatite aiguë. Ce qui est très important, le fait que ces patients vont avoir d'autres comorbidités, dans la majorité des cas, ces patients ne sont pas qualifiés pour pouvoir commencer avec le traitement. Que ce soit des patients qui sont diabétiques, s'ils ont un saignement actif
on peut ne pas instituer ce traitement. Et ces patients, des fois, peuvent présenter avec un état septique qui peut ne leur empêcher d'instituer ce traitement, ou encore les corticostéroïdes de par elles-mêmes peuvent placer ces patients à risque d'infection. Donc, même lorsqu'on sait que les stéroïdes peuvent aboutir à une réduction de la mortalité, encore de l'inflammation hépatique, mais beaucoup de patients ne sont pas qualifiés pour pouvoir instituer ce traitement. C'est le seul traitement qui, dans environ 60% des cas, a démontré qu'il y a une réduction de la mortalité à partir de 28 jours. Et on a pu, au niveau de cette étude, on a pu voir qu'il y a environ 40% de ces patients ne vont pas répondre au traitement. Et il y a encore d'autres patients qui vont avoir des effets secondaires, comme la psychose qui est liée à la stéroïde, le saignement, ou encore les patients qui sont co-infectés peuvent ne pas pouvoir tolérer le traitement. Donc, c'est uniquement 60% des patients qui vont répondre au traitement. Et le fait qu'on va initier un traitement où il y a environ 25 à 30% des patients qui vont ne pas répondre, il est très important, après avoir initié ce traitement, de pouvoir au moins suivre le patient pendant une semaine après avoir initié le traitement. C'est pour cela qu'on va on va utiliser le score de Lidl pour savoir, parmi tous ceux qui vont initier le traitement, quels seront ceux qui vont répondre. Et le score de Lidl, en utilisant principalement le taux de bilirubine, s'il n'y a pas une réduction de plus de 25% à partir de l'initiation du traitement à une semaine, on peut déjà penser que c'est un patient qui ne répond pas aux corticostéroïdes et il faut penser à arrêter le traitement du fait que le traitement est en général de 28 jours et les stéroïdes peuvent avoir des effets secondaires qui peuvent être très néfastes pour le patient. Le composé médicament qu'on utilise, c'est la pentoxiféline. La pentoxiféline qui, en général, a une action anti-inflammatoire et qui va principalement bloquer le tumeur necrosis factor. On utilise ces médicaments, mais la pentoxiféline, qu'on avait comparé avec la stéroïde dans les histopaths, n'avait pas montré de bénéfices en termes de réduction de la mortalité. Mais on pense que de par de sa propriété de réduction des marqueurs de l'inflammation, on utilise en généralement la pentoxiféline. Mais le traitement principal, c'est avec les stéroïdes. Comme je vous l'ai dit, on va voir la réponse au traitement, c'est par regarder comment va évoluer le taux de bilirubine à partir de 7 jours. Et on sait que les patients qui ont une réduction de plus de 25% du taux de bilirubine à 28 jours avec la stéroïde, ces patients vont avoir une réponse appropriée et encore une réduction du taux de mortalité. Et le score de Lidl encore, qu'on utilise l'âge, le taux de prothrombine, la bilirubine totale ou encore la fonction rénale, le taux de créatinine, peut vous donner une idée des patients qui vont répondre à partir d'une semaine. Donc, si vous passez un patient sous traitement, il faut avoir ces paramètres au moment de l'initiation du traitement et faire le suivi à une semaine pour voir si ce patient répond ou encore au traitement en utilisant le score de Lidl. Et en termes d'autres traitements, comme je vous l'ai dit, c'est un traitement supportif, c'est-à-dire avec la nutrition, contrôler les saignements, contrôler les infections. Et des fois, ces patients vont présenter avec des syndromes de sevrage. Il faut contrôler les cas de retrait qui peuvent aboutir avec des convulsions.
et parce que l'alcool est très toxique et les patients qui vont se présenter à l'hôpital n'auront pas accès à l'alcool, ils peuvent aboutir à un syndrome de sevrage qui va nécessiter un traitement avec des benzodiazépines. Et il y a d'autres médicaments qu'on utilise en termes d'infusion de glucagon, les calcium-channel, les inhibiteurs de calcium, l'isodiol, et ces traitements en général sont utilisés à guise de traitement symptomatique pour pouvoir contrôler ces symptômes. Parce que l'isodiol va uniquement limiter la stase biliaire et probablement améliorer les personnes qui vont se présenter avec des prurites exagérées. Et des fois, il y a des patients qui ne répondent pas au traitement et qui vont aboutir à progresser à une défaillance organique multisystémique et aboutir à la mort. Que ce soit avec le syndrome hépatorénal, que ce soit le patient qui se présente avec une coagulopathie sévère, le syndrome intravasculaire disséminé, et tout patient qui a plus de 2 ou 3 organes qui sont détériorés peuvent aboutir à la mort. Donc, l'alcool hépatique sévère est très mortel. Et en général, ici aux États-Unis, on réserve la transplantation hépatique pour les patients qui ont des pathologies hépatiques avancées dans le cadre de l'alcool, qui ont eu une abstinence de plus de 6 mois. Donc, ce sera très difficile de voir un patient avec une hépatite alcoolique aiguë, même sévère, même en cas de défaillance organique multisystémique, aboutir à une transplantation hépatique. Donc, les patients qui ont la cirrhose hépatique ou encore l'hépatite B, l'hépatite C, en général, vont être placés sur une liste d'attente et cette attente varie en fonction de la région, en fonction de vos comorbidités. Mais dans le cas de l'hépatite alcoolique, il faut avoir une abstinence de plus de 6 mois avant même de penser à faire une transplantation hépatique. Can you go to the next slide? Donc, en termes de conclusion, l'hépatite alcoolique, c'est une maladie qui est très sévère et qui a une mortalité qui peut aboutir jusqu'à 50%. Et le traitement précoce et l'initiation du traitement dans la phase aiguë est très importante. Et l'élément central du traitement, c'est d'abord l'abstinence, l'administration des corticostéroïdes dans les patients, dans les cas qui sont indiqués. Et si vous avez accès à la pentoxyphéline, on peut toujours le considérer associé à un traitement supportif. Et tout physicien, tout médecin, quand il rencontre un patient, il faut toujours penser à faire un dépistage pour les patients qui utilisent les boissons alcoolisées, que ce soit de façon modérée ou avancée, ou les patients qui consomment à l'excès de façon temporaire. Le dépistage est très important parce qu'en général, les patients en général sous-estiment la quantité d'alcool qu'ils consomment et il y a tout un aspect de stigma et dans beaucoup de pays où les patients ne voient pas l'alcool comme la consommation d'alcool comme un problème. Et nous savons que l'alcool cause beaucoup plus de dégâts comparativement à toutes les autres drogues combinées. Et l'alcool a beaucoup de problèmes sociaux, des cas de divorce. Il y a beaucoup de problèmes légaux. Si vous consommez d'alcool et l'alcool peut affecter votre capacité physique et mentale. Donc, il faut toujours penser à faire le dépistage. Et en général, on dit, si une personne vous dit qu'il consomme 5 à 6 bières par jour, en général, on double la quantité parce qu'en général, les gens sous-estiment la quantité d'alcool qu'ils consomment. Comme je vous le dis moi-même, j'étais en service au cours des 2 dernières semaines. J'ai pu rencontrer en moyenne 5 à 6 patients âgés entre 20 à 40 ans qui se présentaient déjà avec une hépatite alcoolique aiguë. Ceci est lié principalement, non seulement ils consommaient de l'alcool auparavant,
Mais avec les problèmes d'isolement, les problèmes liés avec les pertes de travail, les gens sont très stressés et déprimés, ils ont perdu leur emploi, donc ils ont recours à la consommation d'alcool. Là où je pratique à Kentucky, les shops qui vendent de l'alcool représentent des business essentiels pour l'État. Et donc, les gens ont beaucoup plus recours à, ont encore accès à beaucoup de boissons alcoolisées et on arrive à avoir beaucoup de jeunes qui se présentent avec une hépatite aiguë. Des fois, on a eu un décès qui était une hépatite aiguë fulminante chez un patient de 38 ans qui se présentait avec une septicémie, aller chercher à colis et aboutir à une coagulation intravasculaire disséminée. Donc, je vous remercie pour votre patience. Si vous avez des questions en rapport à l'alcoolique hépatique, l'hépatite alcoolique, je suis prêt à les répondre pendant les prochaines 5 à 10 minutes.